Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur la chaîne Vers le mieux-être.tv de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Ici Sylvain Dionne, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Il sera question d'un thème qui rejoint particulièrement les hommes. On en parle plus volontiers en novembre, évidemment, puisqu'il s'agit du mois de sensibilisation à la santé masculine, mais c'est un sujet dont il est certainement important de traiter en tout temps. Il s'agit du cancer de la prostate. Alors, on va aborder notamment le dépistage, entre autres choses, les principaux signes, symptômes, également les traitements. Et pour en discuter, eh bien, je reçois aujourd'hui une collaboratrice bien connue de cette plateforme. Il s'agit de Madame Céline Blouin, infirmière à la Fondation québécoise du cancer, œuvrant depuis plus de 35 ans dans la profession, dont 20 ans, justement, spécifiquement en oncologie. Alors, Céline, bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain, merci de l'introduction. Ça me fait plaisir. J'espère qu'on va pouvoir passer un bon moment ensemble et discuter justement, comme vous dites, là, pour le mois de novembre, là, du cancer de la prostate ensemble, démystifier un petit peu plus, faire comprendre aux gens c'est quoi et comment on peut traiter ça. Et est-ce qu'il y a des profils d'hommes qui sont plus susceptibles, Céline, d'être touchés par le cancer de la prostate? Au départ, il faut comprendre que le cancer de la prostate, c'est le cancer numéro 1 chez l'homme. Et c'est un cancer qu'on va dire, entre guillemets, un cancer du troisième âge. En ce sens que c'est souvent les hommes, en moyenne, de 68 ans et plus qui vont être atteints du cancer de la prostate. Ce qui ne signifie pas nécessairement que les hommes de moins de 68 ans ne peuvent pas être atteints. Mais c'est plus particulièrement les hommes de cette tranche d'âge-là qui vont être atteints. Puis au chapitre du diagnostic, ce qu'on lit très souvent, c'est que c'est à partir de la soixantaine qu'on commence à diagnostiquer le cancer de la prostate, même si c'est un peu plus âgé souvent même si ce sont chez les hommes plus âgés qu'on le retrouve plus souvent. Effectivement. Le dépistage se fait auprès souvent du médecin de famille. On va avoir, pour le dépistage, il y a deux façons de faire. La PSA, qui est une prise de sang qui va être détectable là. Ça ne signifie pas nécessairement que c'est un cancer si on détecte là, un taux plus élevé de PSA. Ça peut être une hypertrophie de la prostate, mais ça signifie qu'il faut aller plus loin dans notre investigation, aller vers une biopsie. Il y a aussi le fameux toucher rectal qui rebute la plupart des hommes, mais qui peut être nécessaire. Le dépistage, bon, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est préférable? Est-ce qu'on le fait? On le fait pas? Il y a plusieurs écoles de pensée. Parce que le cancer de la prostate, chez l'homme, souvent, plus il avance en âge, plus le cancer de la prostate est un cancer à développement lent. Lorsque les hommes sont plus jeunes, souvent ont une forme de cancer plus agressive. C'est pour ça qu'il faut se poser la question aussi. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Si, je vous donne l'exemple, j'ai 75 ans, je fais de l'hypertension, je suis diabétique, j'ai déjà fait... Bon, vous voyez un peu le topo, là, il y a beaucoup de comorbidité. On se dit, bon, je fais un examen de la PSA, de la prise de sang, bon, je découvre qu'il y a un cancer de la prostate. Ma longévité, qu'est-ce qui me reste comme vie? À 75 ans, c'est jeune. Mais si on a beaucoup de comorbidité, si la forme est peu agressive, est-ce que je vais mourir d'un cancer de la prostate avant de mourir d'autres maladies là, connexes? Quand on connaît un petit peu les traitements, on va jaser des traitements tout à l'heure ensemble, là, à savoir qu'est-ce qu'il y a. Donc, c'est sûr que chez l'homme, plus il avance en âge, oui, il peut être traité, mais en même temps, il y a d'autres alternatives aussi qui peuvent être vues. Écoutez, moi, on va parler de quelque chose de concret. Je suis en mode dépistage depuis déjà quelques années pour une problématique particulière. Et ce qu'on me disait justement, vous parliez du PSA, du test PSA, puis c'est ce que mon urologue me disait, c'est-à-dire que bon, on fait le test. Et puis, ce qu'elle me faisait comprendre, elle dit, tu entres dans le processus. Après ça, tu sais qu'il faut, le cas échéant, faudra peut-être aller plus loin, et avec tout ce qui s'ensuit. Mais ce que je me posais comme question, moi, à partir du moment où elle m'a dit, bon, ben, il serait peut-être temps, Sylvain, que tu entreprennes les phases de dépistage, quels sont les facteurs de risque associés
un cancer de la prostate, est-ce que c'est inéluctable, ça arrive comme ça, ou s'il y a des facteurs particuliers? Ben, c'est sûr que si on parle de facteurs particuliers, hérédité, première chose. C'est un cancer, il y a 5% seulement d'hérédité dans le cancer de la prostate. Donc, si on dit, ah, ben là, mon père a eu le cancer de la prostate, ça vaut quand même la peine, malgré le 5%, d'être testé. Souvent, on va tester à partir de 60 ans, mais on peut être testé là, bien avant si on a plusieurs membres de la famille qui sont atteints d'un cancer de la prostate. Si on a des symptômes aussi. Il est sûr qu'au début, on peut aussi entamer, si vous le désirez, le Sylvain aussi, parler en même temps du dépistage, de parler aussi des symptômes associés. C'est sûr qu'au début, quand on est en début d'un cancer de la prostate, il n'y a pas nécessairement de symptômes. Souvent, ce n'est que par découverte fortuite. Donc, comme on s'est dit, PSA, toucher rectal. Une fois qu'on est rendu là, si on a fait un suivi au niveau de la PSA, ben à ce moment-là, on n'a pas le choix. Si on a une PSA élevée, le médecin ne peut pas dire, ben là, à ce moment-là, je ne fais rien. Il y a différentes façons de faire. Mais allons-y avec les symptômes. Au début, il n'y a pas de symptômes comme tel. Mais plus le cancer va progresser, plus le cancer va avancer, là, on se ramasse avec des symptômes. Qu'est-ce qu'on a comme symptômes? On a des envies d'uriner plus fréquentes. Lorsqu'on commence à uriner, l'amorce de la miction est plus longue à arriver. Puis on peut avoir des mictions interrompues. On urine, oups, ça arrête, ça recommence, ça arrête, ça recommence. On n'a jamais eu ça, habituellement, une bonne pression d'urine. Quand je dis nous, je parle des hommes, bien entendu. Donc, on a ça. On peut avoir aussi de la présence de sang dans les urines et aussi dans le sperme. Faut pas oublier ça. Puis ça peut être paniquant quand on voit ça, là, de l'urine, du sang dans les urines. Ça peut être un cancer de la vessie, mais ça peut très bien être un cancer de la prostate aussi. Il peut y avoir aussi de la fatigue. Il peut y avoir une difficulté au niveau érectile. Avant, on n'avait pas de problème. Tout d'un coup, oups, c'est plus difficile. Ce sont tous des symptômes qui nous font dire il se passe quelque chose. À ce moment-là, le dépistage, là, on tombe plus qu'en dépistage, on tombe en investigation. Oui. La première chose va être encore une fois la PSA. Si elle est élevée, on va en biopsie. Si la biopsie est positive, là, à ce moment-là, il va y avoir là, différents traitements suggérés selon la condition du patient et de la tumeur. Justement, parlons-en donc des traitements, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Je voyais dans les documents que vous nous avez fournis, il y a différents types de traitements. Ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est quels sont-ils, et aussi quels sont les effets de ces traitements-là. Oui, certainement. Ben, c'est sûr que on a la prostatectomie totale, radicale. C'est quoi la prostatectomie? C'est l'opération. Autrement dit, l'ablation chirurgicale de la prostate, qui se fait de deux façons, qui se fait par laparotomie, qui est l'ouverture abdominale traditionnelle, et par laparoscopie, c'est des petites incisions. On va insérer des instruments qui nous invitent là, de faire une grosse incision et une diminution du temps de récupération. Pourquoi on va faire une prostatectomie totale? Ben, c'est des tumeurs qui vont être localisées. À ce moment-là, on va décider, l'homme, c'est pas juste la tumeur, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la tumeur et aussi le patient. Quel âge a-t-il? Sa condition physique initiale. Donc, si on a un homme qui est en bonne santé, pas trop âgé, un homme comme vous, qui est quand même en forme, souvent, le choix va se faire avec le patient parce qu'il y a des répercussions avec une prostatectomie radicale, là, c'est sûr. À ce moment-là, on va enlever la prostate et on appelle ça les marges. On va enlever du tissu avoisinant pour s'assurer que les marges sont saines, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de cellules cancéreuses dans les tissus environnants. On va enlever aussi des chaînes ganglionnaires alentour de la prostate. Ces chaînes-là ganglionnaires, au début de l'opération, le chirurgien enlève des ganglions, envoie ça directement en pathologie pour voir s'il y a une atteinte au niveau ganglionnaire. À ce moment-là, ça va aussi diriger le chirurgien dans la suite des processus, des traitements, effectivement. C'est ça. Donc, ça peut se faire, comme je vous disais, des deux façons. Malheureusement, effet secondaire.
complications au niveau de la chirurgie? Ben, c'est sûr que lors de l'intervention, le chirurgien va toucher au nerf, ce qui fait qu'il va y avoir des complications au niveau urinaire et au niveau érectile. Au début, il va y avoir beaucoup d'incontinence. Mais c'est une incontinence normalement qui rentre dans l'ordre ou pratiquement à l'intérieur de 6 mois. Il va y avoir des fois des exercices de physiothérapie qui vont être prescrits pour renforcer le plancher pelvien, pour être capable de retenir ses urines. Des fois, il va rester quelques petites fuites là à l'effort passé 6 mois. Des incontinences complètes, oui, ça se voit, mais c'est beaucoup plus rare, là. Généralement, à l'intérieur de 6 mois, on est capable de retrouver une continence. Point de vue érectile, c'est sûr qu'en ayant touché les nerfs au début, ben il y a une impuissance. Là. Les hommes n'auront pas d'érection. Il y a des choses qui vont être prescrites par le médecin, les petites pilules bleues qu'on dit, qui pourraient aider le patient. Ça peut revenir et ça peut ne pas revenir. Ça peut être permanent. Donc, on ne le sait pas exactement. Il y a des pourcentages. On parle là peut-être de 30% des hommes, là, 30 à 50% des hommes qui pourront pas retrouver là une fonction érectile normale. C'est quand même considérable. Comme je vous disais, selon l'âge aussi là du patient. Aussi, il faut comprendre que même si l'homme retrouve ses conditions érectiles d'avant l'opération, il n'y aura plus jamais d'éjaculation. Non. Parce que c'est sûr que, bon, la prostate, c'est là qu'est formé le liquide prostatique, le liquide qui va faire véhiculer les spermatozoïdes. Donc, on pourra plus avoir d'éjaculation. Mais l'orgasme masculin va demeurer quand même. D'accord. Ça, c'est important de le savoir. Donc, pour ce qui est de la chirurgie, c'est vraiment point de vue continence urinaire et érection. C'est les deux plus gros problèmes là, rencontrés. Puis, pour avoir côtoyé, j'ai des amis, des collègues qui ont subi justement une ablation complète de la prostate et il y a quand même des impacts au-delà du physique, il y a des impacts quand même sur le plan psychologique. En tout cas, j'en ai constaté et eux-mêmes aussi l'ont constaté, que ce soit en termes d'estime de soi, en termes d'avoir l'impression de perdre entre guillemets ce qu'on appelle la virilité là. Oui. Ben c'est sûr, hein. Quand on enlève la vie sexuelle, il y a d'autres choses à faire. C'est sûr qu'il y a d'autres choses, mais quand même, si on parle de l'acte sexuel traditionnel, c'est sûr que si on n'a plus d'érection, ben à ce moment-là, ça diminue beaucoup. C'est dur pour le couple. C'est des grandes discussions à y avoir aussi avec la conjointe là. Donc oui. Point de vue psychologique, ça a un gros impact. Ce qui nous fait dire qu'il y a des personnes qui vont décider, non, moi, je me fais pas opérer, je vais me tourner vers autre chose. Mais il y a rien qui est à 100% parce que il y a aussi la surveillance active qu'on appelle. Surveillance active, c'est quoi, c'est une surveillance active? Oui, c'est qu'on fait, on fait rien. On ne fait que surveiller régulièrement. Un homme qui a une tumeur qui est petite, qui est à faible, qui est pas agressive, peut dire, ben, moi, ça me tente pas de perdre ma virilité, je vous dirais, entre guillemets. Je n'ai pas le goût de devenir incontinent, je n'ai pas le goût de vivre ces choses-là. Va décider de pas aller vers aucune intervention. Alors, souvent, ça va être aux 6 mois qu'on va avoir une PSA et on va revoir toucher rectal et avoir aussi des biopsies. C'est sûr que c'est pas intéressant, mais avoir des biopsies au niveau de la prostate pour s'assurer qu'il n'y a pas une évolution du cancer. Tant que la masse reste stable, ben l'homme peut à ce moment-là continuer à vivre tel quel avec c'est ce qu'on appelle une surveillance active. La minute qu'il y a une évolution, si la PSA se met à monter beaucoup plus. Si on sent au toucher rectal qu'il y a une hypertrophie de la prostate, ben à ce moment-là, on va regarder avec le patient les autres options qui s'offrent à lui, soit la chirurgie. Il y a la radiothérapie aussi qui peut être offerte. La radiothérapie, elle peut être conjointe avec la chirurgie, mais elle peut être seule aussi, tout dépendant si on a un homme qui a des conditions qui nous empêchent d'opérer,
Ça peut être une condition cardiaque, ça peut être une autre condition, ou si l'homme décide que lui ne préfère ne pas être opéré. On peut aller tout simplement en radiothérapie externe, qu'on appelle. La radiothérapie externe va aller cibler la prostate. Directement. Et directement. 5 jours semaine. Habituellement, c'est 7 à 8 semaines. Qu'est-ce qu'on a comme effet secondaire? Ben, c'est sûr qu'on a une irritation au niveau de la prostate. Ouais. Des douleurs à ce niveau-là, difficultés mictionnelles, parce que la prostate est accolée au niveau de la vessie. Donc, il peut y avoir de la difficulté là au niveau des mictions. Il peut y avoir Puis aussi, quand on fait de la radiothérapie, c'est tout dans le même secteur. Hein? Vous avez la prostate, vous avez la vessie, vous avez aussi des intestins, le rectum. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'on ne peut pas irradier la prostate sans irradier une partie de la vessie et du rectum, ce qui peut apporter des douleurs au niveau du rectum, au niveau de la vessie, des saignements aussi, des selles qui sont sanguinolantes, de la fatigue. Ça, c'est si on regarde les autres capsules que j'ai fait là avant sur la radiothérapie, c'est les symptômes réguliers là, de la fatigue, tout ça. Il y a de la brûlure aussi au niveau là de la peau. Sécheresse au niveau de la peau. Et aussi, on va retrouver 30 à 50% de dysfonction érectile aussi avec la radiothérapie. Est-ce qu'il y a d'autres types de thérapies? Bon, on a parlé de la plus radicale, on vient de parler de la radiothérapie, mais est-ce qu'il y a d'autres types de thérapies que l'on peut utiliser? Ben, vous avez aussi dans la radiothérapie, on a parlé de la radiothérapie externe, mais on a aussi la curithérapie. C'est quoi ça, de la curithérapie? Ça se fait sous anesthésie générale. On va aller directement placer des graines d'iode radioactive au niveau de la prostate. Et ça va, ils vont rester en place pour plusieurs mois. Donc, ça va être irradié aussi. Ça va être utilisé aussi chez des gens qui peuvent pas être opérés, des gens qui ont un cancer de la prostate localement plus avancé, un peu plus agressif. On va aller avec la curithérapie. Puis souvent, la curithérapie va être associée avec de l'hormonothérapie. Pourquoi on dit c'est drôle parce qu'on dit hormonothérapie comme dans le cancer du sein, c'est pas des hormones. C'est des anti-hormones qu'on devrait dire, parce qu'on sait que le cancer de la prostate, ce sont des cancers qui sont hormonodépendants. Ça joue avec la testostérone, entre autres. Donc, c'est sûr que si on a un cancer qui est localement avancé ou métastatique, à ce moment-là, on veut contrer et diminuer. On sait que le cancer va se nourrir de la testostérone et que l'homme produit de la testostérone. Donc, en donnant de l'hormonothérapie, on va bloquer la testostérone. Qu'est-ce qui s'ensuit? Souvent, c'est un peu les mêmes symptômes de la ménopause chez la femme. Elle va avoir des bouffées de chaleur, la fatigue, l'irritabilité. Vous savez les fameux symptômes de ménopause, les hommes vont les retrouver. Juste en passant, je me souviens, dans ma pratique, j'avais un homme qui était arrivé puis m'avait dit, me voilà rendu comme une femme. Je broille comme une femme. J'avais tellement trouvé ça drôle, mais je trouvais que ça en même temps, ça décrivait bien les symptômes de l'hormonothérapie. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur le plan thérapeutique que l'on doit considérer ou que l'on peut raisonnablement considérer, outre ce que vous venez de mentionner? Ben, c'est sûr que pour terminer avec nos traitements, il nous reste aussi la chimiothérapie, qui est pas le moindre. Hein. La chimiothérapie va être utilisée pas en traitement primaire, mais en traitement là, métastatique, associé à de l'hormonothérapie. Alors, quels sont les effets secondaires de ces traitements-là? Encore une fois, j'ai fait une autre capsule qui traitait là, longuement de tous les effets. Là. On va y avoir nausées, vomissements, perte des cheveux, perte des poils, tout ce qu'il y a là, avec la chimiothérapie. Ce sont des choses qui sont à considérer. Là. Mais lorsqu'on parle de chimiothérapie, on parle d'un cancer qui, à ce moment-là, qui est avancé. Qui est, comme vous disiez, métastatique. Donc, on passe vraiment à un autre niveau d'intervention. Oui, exactement. On est ailleurs. Là. On n'est pas en mode guérison, on est en mode stabilisation. Exactement. En mode palliatif, là, qu'on parle. On apprend qu'on a un cancer de la prostate. On fait face à certaines thérapies potentielles. On a à contrer aussi où on est exposé à des contraintes psychologiques ou autres. Il peut y avoir de la pression qui vient soit de nous-mêmes ou de l'externe. On peut s'imposer nous-mêmes une pression par rapport aux obligations que l'on a. Quel type d'accompagnement on peut offrir à quelqu'un qui
un diagnostic comme celui-là de cancer de la prostate? Qu'est-ce qu'on peut dire à un homme qui dit, moi, j'ai jamais été malade, je suis jamais allé à l'hôpital, je suis pas malade, puis bon. Comment est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un? Ben, l'accompagnement chez ces hommes-là, premièrement, j'aurais envie de parler de ressources Oui. qui peuvent nous aider, là. Moi, étant donné que je suis infirmière à la Fondation québécoise du cancer, je suis à la ligne Info Cancer. C'est une ligne qui reçoit autant les proches aidants, les conjoints, conjointes, que la personne atteinte. On va parler de choses médicales, mais on va parler aussi d'aide psychologique. On va les accompagner, on va les écouter, on va aussi parler avec le proche aidant comment réagir, qu'est-ce qu'on peut offrir comme aide. On a un système de jumelage avec des gens qui ont eu un cancer de la prostate. Des fois, l'homme va se sentir diminué ou autre, va se dire, ben là, j'aimerais ça jaser avec un autre homme là qui a eu la même chose que moi. Comment lui a réagi? Comment il a passé au travers? Comment ça s'est passé avec son conjoint ou sa conjointe? À ce moment-là, on offre ce service-là. Il y a de la documentation aussi qui peut être envoyée à la personne. Il y a toutes sortes de choses là. Puis comment réagir? Ben là, on parle du proche aidant. Il y a une autre capsule aussi qui a été faite là, sur la plateforme qui nous parle là, du proche aidant, que ce soit un cancer de la prostate, un cancer du sein, n'importe quel cancer, ben c'est sûr que c'est toujours difficile et on doit avoir des bons trucs pour pouvoir accompagner. Moi, j'inviterais les gens à regarder cette capsule-là pour pouvoir les aider. Il y a aussi la Procure qui est une association spécifique pour les hommes qui va pouvoir les aider. Il y a de l'accompagnement, il y a de la documentation, il y a des vidéos, il y a une multitude de services qui peut être offerts et j'invite les hommes justement à aller voir ce site-là et les proches aidants là, pour pouvoir aider et comprendre c'est quoi un cancer de la prostate et qu'est-ce que ça implique. Vous le disiez, hein, psychologiquement, c'est un cancer qui est très impactant pour un homme. Si l'homme a 80 ans, il est veuf, il est plein de comorbidités, pour lui, la vie sexuelle, si c'est fini depuis longtemps, bon, on parle pas de la même chose qu'un homme de 63 ans, marié, qui a une vie active, et du jour au lendemain, on lui apprend ça, là. Donc, je vous dirais qu'aller voir ces deux sites-là vous aiderait quand même là, très bien à essayer de passer au travers. J'ai l'impression il faut aider à démystifier aussi, je pense, Céline. Puis, tu sais, ne pas hésiter à recommander aux hommes, parce que, comme je le disais en ouverture, c'est souvent tabou, mais ne pas hésiter à leur recommander ou enfin à leur dire, regardez, allez donc consulter des sources, allez vous informer, allez vous renseigner. Il y a pas de honte à s'informer, au contraire, c'est une question de santé qui va plus loin que simplement une question de santé physique. Là. C'est tous les aspects de la vie qui sont touchés. Oui, c'est global, hein. Il faut vraiment en être conscient. Je pense, Sylvain, que vous avez bien décrit là. Et le truc souvent, justement, c'est la communication, bien s'informer. Vous allez avoir aussi sur la plateforme là, le couple à travers le cancer qui va pouvoir vous parler comment on réagit en couple, comment on passe au travers. Souvent, on va se dire, parce qu'on va aborder aussi dans cette capsule-là la sexualité, toutes les étapes là de l'apprentissage. Sur les cancers gynécologiques, cancer de la prostate, cancer du sein, ce sont des cancers justement qui vont souvent affecter la personne dans son image et son estime de soi. Voilà. Alors, j'encourage les gens là à aller consulter, de se faire aider et de vivre à deux pour passer au travers. Mais moi, je vous remercie beaucoup, Sylvain. Je trouve que vos questions étaient adéquates et j'espère que ça va aider là, les gens qui sont atteints de cette maladie-là. Ben, c'est à moi de vous remercier, Céline, pour votre participation, vos observations, vos conseils, et j'espère que ça incitera des hommes, justement, à se préoccuper du cancer de la prostate et de leur santé masculine au-delà du mois de novembre. Alors, mesdames, messieurs, merci d'avoir été là. Ici Sylvain Dionne. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule, évidemment avec Céline Blouin, mais il y a aussi une foule de capsules fort intéressantes sur la plateforme verslemieuxêtre.tv. Vous y trouvez renseignements, conseils, avis et réconfort. Alors, n'hésitez pas à aller regarder les autres capsules, à les partager, à en parler à votre entourage. Alors, à très bientôt.